Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, ça y est, ça fait un an. Un an de podcast, un an d'interviews, un an de rencontres, de jeux, de questions, de rires, d'idées lecture. Bref, on fête les un an, soit le premier anniversaire finalement de Toss a Coin to Your Writer. Donc j'aimerais juste vous dire merci de lancer cet épisode aujourd'hui, merci de me suivre depuis le début, depuis avril 2021 ou même depuis peu. Un an s'est écoulé mais ça sera pas la fin, j'ai vraiment hâte d'écrire une seconde année avec vous. Et donc pour fêter et pour souffler notre première bougie, la première bougie de ce podcast, dans cet épisode d'avril, qui est d'ailleurs le meilleur mois de l'année, j'espère que vous êtes d'accord, j'accueille Nina Lorraine, qui est une autrice de romance aux éditions Addictive, ainsi qu'en auto-édition. On a parlé de fantasy, de romance évidemment, donc notamment de romance MM, ou de romance dans le monde du sport, donc des romances sportives, mais également d'organisation, ou encore de physique-chimie, de linguistique, et même de hockey sur glace. Je vous laisse avec notre petite entrevue qui n'est pas si petite, car assez longue, on a été pipelette, et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour Nina, comment tu vas ? Ça va, très bien. Il fait pas très beau dehors, mais... Bon, écoute, c'est pareil chez moi, je crois qu'on a le même temps, même si on n'est pas du tout à côté en ce moment, malheureusement, le printemps approche, mais le soleil n'est pas toujours là, donc on va faire avec. C'est ça. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, je m'appelle Nina Lorraine, je suis auteure de romance depuis bientôt 3 ans. Mon premier roman a été publié en 2019, et sinon, je suis maman d'une petite fille et je vis dans le sud de la France. Ah, le sud. Est-ce que tu es du sud-ouest ou du sud-est ? Alors, j'habite dans le sud-est, pas loin d'Aix-en-Provence, mais je ne suis pas du tout originaire de la région. Alors, pas du tout. D'accord. Ok, très bien. Oui, ça se voit à l'accent. Quoique, parfois c'est trompeur, mais... Tout à fait. Non, puis on prend les intonations, de toute façon, même si on vit dans le sud et qu'on n'est pas originaire, on prend quelques petites intonations, mais oui, il y a des restes. Ok, alors, en faisant mes petites recherches sur toi, j'ai été impressionnée par ton parcours scolaire et professionnel, tout simplement, parce que j'ai l'impression que tu as eu 1000 vies. Donc, tu as étudié dans plein de domaines différents et tu as même été enseignante-chercheuse. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus, parce que sur ton parcours qui n'a rien à voir avec être romancière, finalement. Oui, tout à fait. Oui, mon parcours était un peu chaotique. En gros, j'ai commencé par faire des études de physique. Ça a toujours été ma passion. Je crois que la première fois que j'ai dit que je voulais faire des études de physique, je devais être en 5e. J'ai dit à mes copines, je ferai des études de physique plus tard. Et quand est arrivée la fac, je suis allée en fac de physique. Je suis allée jusqu'au master recherche que j'ai eu, quand même, donc j'étais assez fière de moi. Félicitations. Oui. Les difficultés, ça doit être difficile. Ouais, je pense que c'est un peu dans tous les parcours universitaires, en fait. T'avances au fur et à mesure, et puis tu gravis les échelons, t'y arrives, tu t'échoues. Hein. J'ai échoué à plusieurs reprises, je crois que j'ai redoublé ma 3e année de licence 2 fois. Donc mais voilà, on avance, et puis en fait, à la fin de mon master recherche, j'ai eu une espèce de crise existentielle. J'ai un peu... j'ai envoyé un peu tout bouler et je suis partie faire un master MEF pour préparer en fait le concours de professeur des écoles. Donc j'ai fait ces 2 ans de master, etc. Je suis devenue professeur des écoles. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que pendant mon master, en fait, j'ai rencontré une chercheuse en linguistique avec qui j'ai eu un super rapport et avec qui j'ai travaillé sur mon mémoire en master. Et elle m'a proposé de faire un doctorat en linguistique et en sciences de l'éducation, mais elle m'a dit, fais d'abord tes armes en tant qu'enseignante, et puis après, tu me recontacteras si tu as envie de faire une thèse avec moi, ce que j'ai fait. Et donc, je suis partie, après avoir enseigné pendant 3 ans à peu près
en tant que professeur des écoles, je suis partie en thèse de linguistique. Et à ce moment-là, je suis aussi pour faire des heures d'enseignement dans le supérieur. J'ai fait des heures d'enseignement en université, donc plutôt master sciences de l'éducation, mais surtout, en fait, je me suis retrouvée en école d'ingénieur à devenir prof, en fait, à retrouver mon amour pour la physique. Donc, je suis redevenue prof, en fait, de physique. Et jusqu'à récemment, où j'ai décidé de tout arrêter encore une fois, de dire c'est bon, j'en ai assez, et de devenir auteur à plein temps. Voilà, donc c'est un parcours un peu... ça va un peu dans tous les sens, mais en fait, ça reflète assez ce qui m'intéresse. Ouais. Parce que voilà, j'aime les sciences, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas que ça qui m'intéresse dans la vie. Et voilà, j'ai avancé mon petit bout de chemin. Et je suis assez fière de ce que j'ai, même si, en fait, maintenant, aucun de mes diplômes me sert. Mais bon, c'est joli, voilà. Je me dis un jour, peut-être que je les encadre dans mon bureau. C'est ça. Non, mais écoute, je trouve que c'est super encourageant, déjà pour les personnes qui peuvent avoir un parcours similaire ou qui se cherchent un peu et qui ont plusieurs intérêts. Donc, moi, personnellement, ça me parle, donc je suis très contente de ne pas être la seule à être un peu partout en même temps. Donc, cool. Et bon, rien à voir du coup, mais tu as pu être prof de physique en école d'ingé tout en faisant des recherches en linguistique? Oui, alors en fait, c'est assez marrant, mais la linguistique, ça reste quand même une étude scientifique de la langue. Ouais. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que on voit en fait tout l'apport des maths, par exemple, dans la linguistique, et notamment mon sujet de recherche était très lié avec des maths. Moi, j'avais des formules mathématiques que j'utilisais, je faisais pas mal de statistiques. C'était extrêmement passionnant. Et oui, j'ai réussi, en fait... quand j'ai commencé ma thèse, en fait, j'étais enceinte de ma fille, j'ai accouché de ma fille, et au début j'ai fait que ma thèse, même si c'était compliqué avec un bébé, voilà. C'était vraiment pas facile. Et en fait le problème c'est quand on est en thèse, surtout moi en fait j'avais pas spécialement de contrat spécifique. Dans les sciences humaines, on a rarement des contrats où on est payé, donc en fait j'avais aucun salaire, et il a fallu quand même que je trouve un boulot pour subvenir à mes besoins. Professeur des écoles, c'était un peu trop compliqué parce que en fait il n'y a pas de flexibilité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment énormément de travail à la maison. Je veux dire, c'est souvent les profs, vous êtes toujours en vacances, vous ne faites rien, mais voilà. Mais bon, non, c'est du boulot. Et en fait j'ai eu ce poste dans une école d'ingénieurs privée, et c'était intéressant parce que j'avais un nombre d'heures assez restreint dans la semaine, et du coup j'avais le temps de jongler entre mon travail et puis continuer ma thèse, et puis ma vie de famille aussi. Donc c'était intéressant pour ça, et en plus ça m'a donné une expérience de dingue, parce que travailler avec des élèves de cet âge-là, c'était vraiment, vraiment génial, et j'ai adoré. Voilà, il y a eu des galères, mais franchement c'était vraiment génial, ça m'a passionnée. Super. Oui, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est assez scientifique, c'est pour ça que j'aime pas la linguistique, parce que je suis dans les langues aussi, mais la linguistique ou tout ce qui est sémantique, ou sémiotique d'ailleurs, tout ça à chaque fois je comprends pas, c'est trop logique pour moi, je crois. Donc je comprends parfaitement. Et est-ce que tu dirais que ton parcours finalement dans la linguistique, voilà, dans les sciences, etc., ça t'aide quand même aujourd'hui pour tes romans ou pas? Complètement. Ouais. Complètement, parce que ça m'a amené, je pense, une rigueur, tu vois, dans l'écriture de mes romans. Ça m'a apporté aussi, je pense, une ouverture d'esprit, parce que de toucher plein de domaines, que ce soit en faisant de la physique, on fait des maths, en faisant de linguistique, on fait énormément de choses. Moi, j'ai beaucoup travaillé en cognition, c'était vraiment très, très intéressant. Et puis, en linguistique, on travaille sur la langue. Et mine de rien aussi, par exemple, la thèse qu'elle m'a appris, c'est d'accepter la critique. Parce que quand on écrit une thèse, en fait, notre directeur passe notre temps à nous faire réécrire encore et encore des choses, à nous refaire encore, voilà, ça n'arrête jamais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à être éditée, que mon éditrice m'a dit « Bon, on va travailler sur votre roman, mais voilà, je vais faire des annotations, il faudra peut-être faire des modifications, j'espère que vous ne vous vexerez pas. » Je me suis dit non, mais vous inquiétez pas, hein, vu ce que j'ai vécu avec ma directrice de thèse, qui était un amour, qui était une femme extraordinaire, qui est une femme extraordinaire, je sais ce que c'est, voilà, de travailler sur quelque chose pendant des heures, rechanger un paragraphe, refaire des manipulations, et ouais, franchement, ça m'a vraiment aidée, vraiment.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, j'ai pas fait de thèse encore, on verra si un jour je m'y lance, mais j'ai fait 2 mémoires parce que mon master le demandait, et c'est vrai que, bon, c'est pas comparable à un roman, mais c'est quand même ton bébé. Ah oui, Tu oui. passes tellement de temps sur les chapitres, etc. Et quand il y a des gens qui arrivent derrière en mode... oui, enfin, vous êtes relus quand même parce que tout ce chapitre-là, ça va pas du tout. T'es en mode, oh mon dieu, je vais mourir. Donc après, les C'est romans et les ça. personnages, ça va. Voilà, non, non, mais complètement. Quand par exemple, moi, mon manuscrit de thèse, je crois que je suis arrivée à plus de 400 pages, mais c'est 400 pages à Ouais, 4. bah Donc, ouais. Ouais. et quand il faut faire des modifications et que, en fait, ton chapitre 3 de ta partie théorique, ta directrice te la refait faire 15 fois, et puis tu te dis, mais comment je vais survivre? Mais bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir une directrice extraordinaire, voilà, qui me guidait, qui était vraiment là pour moi. Et j'ai appris énormément avec elle. Mhm. Et ouais, je pense que c'est un plus pour moi. Et puis voilà, faire de la recherche, en fait, bah, ça aide aussi pour les romans, parce que moi enfin, je fais partie de ces auteurs qui font énormément de recherche quand ils écrivent sur leur sujet. Et du coup, Mhm. c'est un plaisir pour moi, parce que c'est ce que je suis, en fait. Ouais. Bah, c'est super, c'est trop beau, j'aime beaucoup. D'accord, merci. Alors, avant de repartir du côté vraiment écriture, on va faire le côté lecture, parce que bah, tout écrivain est également lecteur. Enfin, en tout cas, normalement, 99% du temps, c'est le cas. Et sur ton site internet, tu dis que tu aimes beaucoup, beaucoup d'univers différents, donc le fantastique, le fantasy, tu as commencé par ça. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous commencent par ça. Le young adulte, la SF et évidemment la romance. Donc, est-ce que tu as un chouchou, un genre favori? Alors, je dirais que dans ma vie, j'ai eu des genres favoris à différents moments. Actuellement, j'avoue que la romance est même, enfin, je vais même être plus précise, la romance est même, Mhm. sous toute forme qu'elle soit, c'est-à-dire ça peut être du romantique suspense, en fantasy, enfin peu importe, ça me plaît beaucoup, et le young adulte. Mhm. Euh, mais après, voilà, j'ai eu des périodes dans ma vie où, voilà, où j'ai lu plus de la littérature. Alors, je vais dire classique avec plein de guillemets, je déteste ce mot, mais enfin, de la littérature française, voilà, comme Amélie Nothomb, que j'adorais au lycée, j'ai Mhm. dévoré tous ses romans. Et puis oui, la fantaisie, ça a pris une part énorme dans ma vie, plutôt pendant la fac. D'accord. Voilà, j'avais notamment, parce que j'étais avec mon compagnon est extrêmement fan de fantasy et de tous ces mondes merveilleux, et il m'a un peu tiré là-dedans, et c'est, ouais, mais c'est vrai que, je vais dire actuellement, on va dire la romance elle-même, Mhm. elle a une Mhm. place vraiment très particulière dans mon cœur, mais sinon vraiment, en fait j'aime lire vraiment Ouais. de tout, ce que j'aime c'est m'évader dans des univers différents, et juste me laisser porter, quoi, c'est Mhm. vraiment ouais, c'est le mieux, quoi. Mhm. Je comprends parfaitement. Et est-ce que tu as des derniers coups de cœur, ou est-ce que tu as des plumes, des écrivains ou des romancières que tu suis assidûment, des personnes qui t'inspirent? Alors, mon dernier coup de cœur, c'était en young adulte. C'était et je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la série Simon Snow. Je ne sais pas si tu Mhm. connais. Non. De Rainbow Rowell. Je ne sais pas comment ça se dit son Ah, nom de famille. ouais. Voilà, elle est connue pour avoir fait un autre bouquin. Est-ce Et que je vais dire. c'est Eleanor and Parks, peut-être? Oui, Ouais. c'est Enfin, peut-être ça. il y a Je me souviens plus. celui-là. Mais oui, je vois de qui tu parles. Voilà, Je vois de qui et tu en parles. fait j'avais acheté ces bouquins entre guillemets par hasard. Enfin, moi en gros, je vais sur des forums, sur des sites, je regarde ce qui est sympa, j'achète les bouquins. Alors en plus, comme enfin, mon budget passe dans les livres, dans ma vie, j'achète vraiment que des livres. Donc en fait je les achète mais souvent en papier, je les mets dans la Ouais, bibliothèque, et puis j'ai une palle de 10 kilomètres de long. on Enfin connaît. voilà, c'est exactement ça. Et ouais, c'était donc en février, j'étais en vacances, et je me suis dit, allez, il faut que je les lise ces bouquins, parce que ça faisait une éternité. Et en fait, j'ai dévoré la trilogie, mais à une Mhm. vitesse impressionnante, et ça a été un coup de cœur monumental. Mais vraiment, le genre de bouquin qui vous change la vie et qui vous dit, waouh, quoi, vraiment truc de malade. J'ai adoré. Alors en plus, comme j'ai la chance de lire en anglais, je les ai lus, parce qu'en français, je crois qu'il y a que le Mhm. tome 1 qui est sorti, donc là j'ai lu la trilogie Mhm. entière, Mhm. et vraiment c'était top. Et donc voilà, en young adulte. Alors en romance, mon dernier coup de cœur, il date de ce matin. Ah. Donc ouais, c'est le premier tome de la série Vicious of Silence de Amélie C. Astier.
Évidemment. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui commencent à le comprendre, c'est mon idole. Voilà, j'ai quelques idoles en romance. J'ai voilà, Amélie, Evie Estier, qui est aussi, voilà, c'est mes dieux, Mary Matthews, que j'adore aussi. Enfin, voilà. Après, il y a d'autres auteurs. Alors voilà, j'aime beaucoup Laura Black aussi, puis mes amis auteurs aussi. Mais voilà, il y a des auteurs qui marquent plus. Et c'est vrai qu'Amélie, ça a été une révélation dans ma vie. Déjà, quand j'ai lu ses bouquins, quand je l'ai rencontrée, elle, pour la première fois. Et ouais, je suis complètement fan. Et là, j'ai lu donc le premier tome de sa nouvelle série Biker. Et pourtant, je suis pas une fan de série Biker, mais alors elle, je dévore. Il n'y a pas de souci. Les Bloods, je les ai tous dévorés. Et les Vicious, voilà. Ouais, non. Je suis vraiment fan. J'ai adoré. T'as dû adorer le deuxième épisode du podcast, alors. Exactement. Ah non, mais je l'ai écouté, c'était un pur bonheur. Et Amélie, voilà, c'est ouais. Il n'y a pas d'autre mot, là, je la vois à la rare et j'ai vraiment hâte parce que c'est une auteure superbe. Et Mary Matthews aussi, voilà, sa co-autrice. C'est des filles vraiment adorables qui ont un talent de dingue. Je suis en admiration. Puis elles sont tellement productives. Oui, non, mais c'est ouf. Extraordinaire. Non, vraiment, je n'ai que des compliments à leur faire. Moi, je suis portée par leur univers. Et pourtant, je suis pas une grande fan, par exemple, de romances MF. J'en lis pas tant que ça. Mais elles, je les lis. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose... j'aime la manière dont elles travaillent leurs personnages féminins. Parce que moi, c'est souvent le reproche que je fais à certains romans de romance, c'est je m'accroche pas à l'héroïne, alors qu'avec Amélie, elles ont quelque chose. Elles ont quelque chose. C'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui te bloque Parce que de plus en plus dans la romance, c'est au présent et à la première personne, et notamment le point de vue féminin. Ça arrive qu'on alterne, c'est encore très très rare qu'on ait que le point de vue masculin, je l'ai vu que très très rarement. En France, pratiquement jamais. Donc qu'est-ce qui te bloque dans les points de vue féminins, justement, dans les romances ? Alors, j'ai souvent cette impression... d'avoir des fausses personnes en fait, on n'a pas que l'authenticité en fait de ce que peut être une femme, de sa manière de gérer ses sentiments, sa manière de réagir, en fait on la pousse trop sur pas des clichés, je vais pas dire sur des clichés, mais sur des caractères un peu extrêmes. Et c'est vrai que j'ai souvent du mal, voilà, quand on a des héroïnes extrêmement capricieuses, qui sont très centrées sur elles-mêmes. Alors, je sais qu'il y a des lectrices qui aiment ce genre de personnage, et c'est pas un problème. Moi, en fait, ça me parle moins. Et j'ai envie d'être transportée par quelque chose de vraiment sincère. Et des fois, ça me bloque. Donc, c'est vrai que je m'éloigne de plus en plus de la romance, même si j'en écris, en fait, énormément. C'est pour l'instant, voilà, j'écris vraiment que de ça. J'ai fait quelques MM, mais pour l'instant. Mais oui, il y a quelque chose qui me bloque. Et puis, même de manière générale, moi, j'aime la romance vraiment sincère. Et c'est ce que j'aime chez Amélie. J'aime pas quand c'est bourré de clichés, même sur les héros... voilà, c'est vraiment chouette d'avoir des héros un peu bad boy ou un peu arrogants, ce genre de choses, mais j'aime bien quand c'est nuancé. Les gens en fait ils sont pas tout noirs ou tout blancs dans la vie, c'est pas une seule palette, c'est pas voilà, ce mec là par exemple est arrogant ou cette nana là est capricieuse, c'est je veux dire, l'être humain a plein de palettes de possibilités dans son caractère. Tout à fait. Et c'est ça, des fois, je trouve que ça manque un petit peu dans certains romans. Après, comme je n'en lis plus trop, je peux pas trop juger sur tout. Mais voilà. Mais en tant que lectrice, voilà, je suis moins sensible à ça, quoi. Très bien. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on a souvent des modes, et en fonction des maisons d'édition ou des phases, parce que peut-être, je sais pas, une mode, ça va être... le bad boy, c'est tout le temps, c'est un peu tout le temps. Je vais dire malheureusement, parce que ça dépend comment il est écrit, quoi, mais on a l'impression de relire le même roman, quoi, avec les mêmes problèmes, les mêmes traumatismes, les mêmes rebondissements et tout, donc je te comprends parfaitement. Et c'est vrai que pour les héroïnes, parfois, je m'arrête quand je lis un roman, je me dis, mais est-ce qu'il a été écrit par un homme ou... Tu sais, parce que des fois, franchement, il y a des romans, tu sais quand c'est écrit par un homme, tu comprends, il y a de la manière dont elle est décrite, l'apparence, etc. Tu dis, bon,
Il y a quand même un petit male gaze, comme on dit, quoi, le regard masculin, mais parfois c'est écrit par une femme et je me dis, c'est intéressant de voir comment on a assimilé certains codes et certaines descriptions, certains traits de caractère, etc. Tout à fait. Et c'est un peu dommage parfois. Donc, Ouais, je c'est comprends sûr. parfaitement. Après, j'ai envie de dire, dans la littérature, on a déjà tout traité, quoi. Tous les sujets ont été traités. Donc c'est vrai que, oui, il y a plein de romans qui vont traiter d'un même sujet. Alors moi, je prends l'un de mes exemples, l'un de mes romans, où j'ai mis un hockeyeur comme héros. Il y en a des centaines, des livres avec des hockeyeurs. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est comment on va mettre notre patte dans le personnage, dans l'histoire. Oui, certes, les sujets, on a tous les mêmes. Après... on en discutait d'ailleurs rapidement toutes les deux sur ton Instagram. En fait, j'aime pas aussi quand on catalogue les romans, genre, c'est par exemple un boss. Voilà, c'est un boss. Comme si, en fait, la seule richesse du roman, c'était que c'était un boss. Mais mince, il y a d'autres choses. Peut-être que ce boss-là, je sais pas, il a un problème, il fait une dépression à côté. Du coup, on traite de sujets un peu psychologiques, ou peut-être de la relation aussi à l'autre. Enfin... Et du coup, ouais, après, c'est ce qui fait vendre aussi, je pense, et c'est aussi des critères marketing. On met en avant le thème fort, voilà. Bien sûr. Mais en même temps, je trouve ça un petit peu réducteur, et c'est dommage, parce qu'il y a plein de pépites, en fait. C'est ça qui est terrible, et en fait, des fois, on passe à côté, parce qu'on se dit... Ouais, ça, encore une histoire de boss, qu'est-ce que ça va être encore, enfin, alors qu'il y a des histoires formidables, j'en suis sûre. Bah ça c'est exactement, quand tu parles de marketing, c'est ça, c'est la beauté et le malheur entre guillemets du marketing, parce que d'un côté, si t'es dans ta phase boss, parce que moi je marche beaucoup en phase, donc dernièrement je lisais beaucoup de hockeyeurs, donc on va en parler justement, donc je cherche quelque chose, bon il n'y a pas forcément hockeyeur dans le titre, forcément, parce que ça ferait un peu bizarre d'ailleurs, mais tu vas l'avoir dans les résumés, donc tu dis ah ok, bon bah je vais acheter parce que ça parle de ce sport-là. Et peut-être, voilà, d'un point de vue marketing, les gens qui veulent que lire du boss en ce moment, ou du ex-tolard, ou du policier, ou du soldat, du pompier, etc. Bon, pour rester vraiment sur les héros, parce que quand c'est la romance MF, même quand c'est du point de vue féminin, on se concentre quand même sur les attributs du héros dans les résumés. Ça peut être bien, parce que, par exemple, il y a des tropes aussi qu'on n'aime pas du tout, des schémas narratifs ou des hooks. Par exemple, j'aime pas j'ai beaucoup de mal avec les friends to lovers, donc les amis d'enfance qui deviennent amants, ou la grossesse surprise. D'accord. Je vais en lire si, par exemple, dernièrement, j'avais lu un roman qui était grossesse surprise et hockeyeur, donc du coup, ça contrebalançait un peu, tu vois. C'est bien. Mais sur le principe, tu vois, je vois dans le résumé qu'il y a grossesse, je suis en mode, je vais me renseigner sur l'auteur, parce que peut-être qu'elle le fait d'une manière différente, mais ça va pas être dans mon top. Le top de ma liste, parce que justement j'ai pas envie d'être déçue, parce que parfois c'est pas, t'as un trope que tu détestes, là j'ai pas forcément d'exemple, mais et paf, ça arrive en plein milieu du livre et t'es en mode oh non genre, oh non si j'avais su pourquoi j'ai commencé celui-là, tu vois. Mais c'est vrai, quand parfois on a tendance à réduire, et comme tu dis, il y a plusieurs nuances, et un personnage n'est pas seulement défini par son métier ou par un trait de caractère, en mode la faux folle, c'est toujours la meilleure amie qui est un peu faux folle, ou toujours. Ce genre de choses. Oui, mais même moi je l'ai fait dans Breaking the Ice. La meilleure amie, c'est celle un peu barrée, mais on aime aussi, voilà, mais on aime jouer avec les clichés aussi, je pense. Ça veut pas dire qu'il faut les rejeter. Je pense qu'il faut des fois en jouer, s'amuser, et puis on a tous on va dire, nos sujets qui nous intéressent plus que d'autres, et puis tant mieux, j'ai envie de dire, on n'aime pas tous la même chose, et c'est une bonne chose. Mais bien sûr, totalement. C'est comme ça aussi, je pense, où on voit, comment dire, si tu aimes pas ton sujet, parce que même si ça part d'un cliché, par exemple le bad boy, voilà, ça va être un cliché, mais si t'es pas passionné par ton sujet, ça va se voir. Tu peux pas écrire, par exemple, si la nouvelle mode, les bikers, parce que ça a été la mode pendant un moment, maintenant un peu moins, parce que y a on va dire des gros succès qui font que si t'aimes pas les bikers et que tu vas écrire sur les bikers parce que c'est la mode, les gens vont pas te suivre, quoi. Enfin, tu vas peut-être réussir à faire un livre, aller à la limite, mais moi je pourrais pas écrire une série sur un univers qui t'intéresse pas, et c'est la même chose pour tout, donc il faut se faire plaisir, et si ça part d'un cliché, c'est pas grave, parce que comme tu dis, tout a été traité, donc il suffit de le faire d'une manière qui est propre à soi. Tout à fait.
Donc, continuons sur les questions parce qu'on part un petit peu Oui, pardon. dans tous les C'est un sens. peu ma faute. Ça fait partie de... de mon trait de caractère. Je pars toujours à droite, à gauche. Désolée. Oui, non, mais t'inquiète pas. Mais au contraire, c'est super intéressant parce que ça permet de rebondir sur d'autres choses. Donc, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, on va parler nom de plume. Oui. Parce que jusqu'à là, j'ai eu très peu d'invités qui n'avaient pas de nom de plume. Donc tu en as un, mais qui n'a pas de signification cachée. C'est ça. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, comment tu l'as choisi? Comment tu as choisi ton nom de plume alors, il n'y a pas d'affect? Ça va être très drôle. En fait, quand j'ai proposé mon roman à Addictive, donc qui est ma première maison d'édition, qui est toujours ma maison d'édition, j'avais décidé d'un nom d'auteur. Et mon éditrice m'a dit « Ah non, ça ne va pas du tout, ça fait... Voilà, c'était des initiales, en fait, mes initiales. Et puis un nom de famille, en fait, que j'ai pris d'une de mes ancêtres qui faisait un peu anglophone, donc c'était parfait. Et puis on m'a dit « Non, ça va pas, il faut un nom de plume qui fasse romance. » Alors moi, j'étais là, ok, comment je fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Un nom de romancière de romance, déjà. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Et alors, j'ai proposé autre chose, donc les deuxième et troisième prénoms de ma fille, qui sont Tara et Anne. Et on m'a dit, ah non, ça va pas, ça fait une espèce d'allitération, Tara, Anne, avec le A, non, c'est pas possible. Et donc, mon éditrice m'envoie une liste de prénoms, de noms de plumes qui font romance, donc il y avait plein de choses. Mais vraiment, il y avait une quinzaine de noms dans tous les sens. Elle me dit, tu peux choisir parmi ça. Et alors... C'est terrible parce qu'en fait, on se reconnaît pas là-dedans, il n'y a aucun des prénoms qui est le nôtre. Enfin, je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment je vais faire? Et puis en fait, j'ai fait un mix. Il y avait un endroit, il y avait Nina Mao, et puis l'autre, c'était, je crois, je sais plus, Clémence Lorraine, ou je sais pas quoi, je dis. J'ai dit, mais Nina Lorraine, ça rend bien. Déjà, j'aime bien le prénom Nina, c'est assez doux, c'est très féminin. Et puis Lorraine, ça fait penser à Sophia Loren, et c'est les glamour, quoi. Et je me suis dit... Bon, allez, ça marche bien, donc j'envoie ça à mon éditrice et elle me dit oui, ça marche, ok, allons-y pour Nina Lorraine. Voilà, donc complètement, il n'y a pas d'histoire particulière ou de recherche extraordinaire ou de jeu de mots. Voilà, mais c'est un nom d'auteur qui fait romance en tout cas, je pense qu'il y a un côté un peu glamour, un peu très féminin. Et en fait, je m'y fais très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais oui, pas de grande révélation. C'est la première fois que j'entends parler de ça, donc je trouve ça super intéressant. Déjà, comme tu dis, voilà, Nina Lorraine, effectivement, ça fait romance, ça fait féminin, mais tu sais pas trop si c'est du coup francophone. Donc quand tu vois comment est écrit Lorraine, oui, ça fait anglophone, mais à l'oreille, tu te dis pas, bon, c'est forcément une américaine, etc. Donc, mais pourquoi tu as choisi de changer ton prénom? Parce que tu aurais pu changer que ton nom de famille. Moi, c'est mon cas. Ouais. Pourquoi avoir choisi ton prénom? Alors, mon prénom, je suis pas sûre qu'il passe très bien. Déjà, mon nom de famille, c'était une obligation pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé à publier, j'étais encore en thèse et je publiais des articles de recherche. Donc ça la fout mal, le chercheur à l'autre bout qui tape mon nom en disant tiens je vais aller voir son article sur tel sujet et qui tombe à côté sur des romans avec des torses nus et il se dit non mais voilà. Donc pour la crédibilité on repassera. Deux salles, deux ambiances. C'est ça. Ah mais c'est surtout que voilà il suffit qu'il lise un extrait, que ce soit un extrait au mauvais endroit et là je me dis oh mon dieu. Donc pour ma carrière en tant qu'enseignant chercheur j'étais obligée de pas utiliser mon véritable nom. Et après mon prénom c'était je sais pas, c'est ça sonnait pas assez et même pour la maison d'édition on dit non c'est peut-être pas mieux. J'avais pas un prénom moche absolument pas du tout. Non, je confirme parce que je l'ai découvert aujourd'hui. Du coup, j'aime beaucoup ton prénom. Merci, c'est gentil, moi je l'adore aussi, mais c'est vrai que c'était pas le mieux et du coup je me suis dit si c'est pour changer autant changer complètement. D'accord. Et puis voilà, Nina Lorraine ça partait super bien. Mais c'est intéressant parce que après moi tu sais le monde d'édition je connais pas tout donc j'avais jamais entendu parler d'une liste en fait, enfin que parfois les maisons d'édition peuvent te passer une liste pour t'aider, mais c'est vrai que quand t'es spécialisé dans un genre encore une fois c'est du marketing quoi. Bien sûr. C'est du côté anglophone ou pas, il y a plein de choses qui se cultivent de manière différente, donc très intéressant. Mais je pense que c'est important quand même parce que en effet le nom d'auteur Stephen King peut pas écrire je sais pas une histoire d'amour entre deux ados par exemple, enfin, tu vois il y a un nom, il y a nom quoi.
Voilà. C'est ça. Je pense qu'il y a quand même une consonance, et enfin, tu le vois d'ailleurs, hein, peu importe le genre dans lequel tu es, le nom d'auteur a quand même, il y a quelque chose qui est en lien avec le genre dans lequel il écrit. Hein. Enfin, moi je trouve, en tout cas, pour une majorité. Non, je vois ce que tu veux dire. Puis c'est surtout quand tu commences à connaître l'auteur, bah, quand tu revois son nom, tu sais dans quel genre il va écrire. Donc même si après, bah, par exemple, la première invitée du podcast, Florana, elle a écrit dans plein de styles différents, mais ça reste quand même de la romance. Donc même si c'est de la romance steampunk, ou young adulte, ou adulte, ou biker, etc. Ou Amélie, c'est pareil, Amélie Séastier, tu sais que le corps, ça va être de la romance, donc tu vas pas passer de l'horreur avec en mode thriller et il n'y a pas du tout de romance à un young adulte. Donc je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Très très bien. Donc justement, parlons de romance, parce que tu as dit que ton premier roman, c'était... Alors tu l'as écrit en 2018 il me semble, et il est sorti en 2019 si je ne me trompe pas. Exactement. Okay. Mais tu écris depuis beaucoup plus longtemps, donc je crois que tu n'avais pas fini de roman avant 2018. Non. Mais tu avais commencé courant 2009-2010, peut-être plus fantastique. Alors, comment ça a basculé pour toi ? Je crois avoir vu un roman donc, de MM, donc de romance gay d'Ella Frank. Comment ça s'est passé ? Comment tu as eu le déclic ? Alors, en effet, ça fait un bout de temps que j'écris, mais j'écrivais de la fantaisie, mais vraiment de la fantaisie pure. Moi, je suis une fan de Tolkien. J'ai dévoré Le Seigneur des Anneaux en long, en large et en travers. C'était vraiment mon style de prédilection, mais j'ai jamais réussi à finir quoi que ce soit. J'ai commencé plein de projets, j'ai même un gros projet fantaisie que j'ai avancé, mais doucement, c'était laborieux. Et puis, en effet, en 2018, janvier 2018, je m'en souviens encore, je vais à Cultura et je me balade dans les rayons et il n'y a rien qui me faisait envie. Et je vais au rayon romance, un truc qui n'était jamais arrivé, vraiment, jamais. Et je tombe sur ce livre c'est chez J'ai lu, cette couverture de 2 torses nus, 2 hommes, l'un contre l'autre, et je rougis. Franchement, je rougis dans le Cultura, je regarde Thomas, je dis, oh mon Dieu, puis je sais pas, ça m'attire cette couverture. Et je lis ce livre et j'étais là, oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que, je sais pas si tu connais Ella Frank, mais c'est la série Tentation, c'est du... Voilà, c'est très spicy. C'est tout, voilà, très spicy, beaucoup de sexe. Donc pour une première romance, j'ai eu chaud, vraiment. Oui, après tu vois, quand j'ai fini Ella Frank, je suis partie chez Amélie et j'ai commencé sa série Fucking Love directement. Donc c'est pareil, j'attaque dans le dur. Mais je sais pas, ça m'a plu, l'érotisme m'a plu, on va pas se mentir. Et puis, je sais pas, il y a eu un truc, suivre une histoire d'amour, vraiment une histoire d'amour, que l'histoire d'amour, parce que j'ai lu Twilight, il y a aussi une histoire d'amour, il y a beaucoup de livres avec des histoires d'amour, mais la romance, c'est quand même vraiment l'histoire d'amour vraiment complètement au centre. Et je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais ça a été un coup de foudre. Et je me suis dit, et si moi j'écrivais aussi une histoire d'amour, est-ce que j'y arriverais mieux que là, ma fantaisie où je galère ? Et je commence à écrire, non mais vraiment, je commence à écrire donc Impossible Desire, et je crois que j'ai mis 1 mois et demi pour écrire le premier jet. Mais le premier jet, hein, t'étais mauvais, une catastrophe. C'est déjà pas mal. Oui, voilà, mais en fait j'ai été inspirée. Le soir, j'écrivais comme une dingue. Et vraiment, c'était un pur bonheur. Après, j'ai mis un peu de temps, voilà, pour le finaliser. J'ai mis à peu près 6 mois de plus, quand même, pour le reprendre, le réécrire, etc. Mais ouais, ça a été... la romance, j'explique pas encore ce qui s'est passé, mais je connaissais pas, j'ai mis le pied dedans et j'ai plongé peut-être la première, quoi. Ok. Et comment t'as eu alors cette envie d'envoyer à des maisons d'édition ? Parce que surtout quand c'est un premier roman, parfois on se pose des questions, est-ce que je le garde pour moi ? Est-ce que je le mets, je sais pas, sur une plateforme de lecture comme Wattpad ? Est-ce que je l'auto-édite ? Enfin, même si normalement quand on commence, on connaît pas forcément l'auto-édition, etc. Donc comment tu t'es dit, bon, je vais envoyer le manuscrit et puis ça s'est fait super rapidement, parce qu'1 an après, ça y est, il était publié, quoi. Alors, en fait, au début, je voulais que personne ne lise mon roman. J'écrivais mon truc dans mon coin et je vais pas mentir, j'étais un petit peu honteuse d'écrire comme ça, des petites scènes de surtout sexe quand dans c'est mon de la coin. romance, hein. Bah voilà, c'est ça. Et puis d'écrire une histoire d'amour, enfin bon. Et puis, en fait, je discute un jour avec mon compagnon et je lui dis, ah bah voilà, ça fait en fait 1 semaine que je suis en train d'écrire une histoire d'amour et tout. Je pensais qu'il allait se foutre de ma poire, franchement. Et là, il me dit, ah ouais,
ouais, trop bien, vas-y, fais-moi lire. Quoi? Comment ça? Non. Donc au début, non, et puis il me dit, allez, vas-y, si tu veux, je te lis, puis je te dis, comme ça, je te corrige s'il y a des fautes et tout. Et en fait, on est partis tous les deux, il me lisait tout, il me corrigeait tout, il me donnait des conseils, parce qu'en fait, lui, il n'a jamais été publié, mais il écrit aussi, de son côté de la fantaisie pure. Et donc, il me donnait plein de conseils, et puis à la fin, quand j'ai fini mon roman, il me dit, oh, putain, c'est top, ce serait dommage de ne pas en faire quelque chose. Je lui dis, oh, non, je dis, c'est pas un truc à être publié, jamais, enfin personne ne voudra publier ça, c'est pas possible. Et il me dit, non mais arrête tes conneries, envoie ton manuscrit à ma sœur. Alors sa sœur, c'est une très très grande lectrice, elle lit de tout, et c'est en plus quelqu'un d'extrêmement cultivé, voilà, qui est archiviste, donc... Et elle lit vraiment de tout, et de temps en temps de la romance, et je lui envoie le roman, et je sais pas, un mois après, elle me dit, ah franchement c'était trop bien, vas-y, envoie-le à une maison d'édition, moi qui ai déjà lu de la romance... je suis sûre que ça va aller et tout. Je dis, bon, d'accord. Je dis, mais j'envoie ça à qui, quoi? Qu'est-ce que je fais? Mais ouais, c'est ça. Non, ça a été très... Enfin, ça a été compliqué, en fait, non, parce que j'ai tout de suite eu... Enfin, je me suis posé la question et après, j'ai eu le déclic pour Addictive. Pour la simple et bonne raison que, en fait, en découvrant la romance, j'avais lu un roman de chez Addictive de Sophie Pieriucci qui s'appelle L'inconnu de l'ascenseur et moi, un livre que j'ai adoré, mais vraiment adoré. D'ailleurs, le héros s'appelle Matthew, et c'est pas un hasard si le mien s'appelle Matthew aussi après. C'était un petit hommage, mais enfin bon. Et je me suis dit, ah ouais, disons, mais voilà, ce serait ouf d'être publié par elle, et puis voilà, et puis je commençais à découvrir Laura Black aussi. Et j'ai envoyé Addictive un peu alors au hasard, et alors la petite anecdote, c'est que quand j'ai rempli le formulaire à Addictive, je me suis trompée dans mon adresse mail. Et un jour, complètement, et un jour je reçois un mail d'une des éditrices qui d'ailleurs a le même prénom que moi, mon vrai prénom, et qui me dit, je reçois un mail, voilà, en fait ça fait 3 semaines qu'on essaye de vous contacter, voilà, alors on s'est aperçu au dernier moment qu'en fait sur le Outlook vous aviez pas mis les lettres dans le bon ordre, je pense qu'avec le stress et tout, elle m'a dit mais on s'est battu pour revenir à vous, donc on a trouvé le truc et on a réussi à remodifier, on s'est dit allez on va tester, il faut que ça arrive. Et j'ai reçu le mail et je me suis dit, mais la chance que j'ai eue de tomber sur une éditrice qui s'est dit, mais mince, c'est bizarre, on envoie un mail, elle le reçoit pas, on n'a pas de nouvelles, et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était le Outlook, je crois que j'avais mis LKOO, enfin un truc stupide, mais pareil, elles ont mis du temps en fait à trouver l'erreur, et en fait, après, elles m'ont contacté, elles m'ont dit, on aimerait publier votre bouquin. Et alors là, c'était, mais comment ça? Comment c'est possible? Mais c'était complètement de l'hyperespace. J'étais très émue et en même temps extrêmement stressée parce que je me suis dit on veut vraiment publier mon livre, mon Dieu quoi. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé voilà, l'aventure avec Addictive. C'est le premier, donc oui, c'est le premier complètement. BD, tu sais pas, enfin ça veut pas dire que les autres sont moins importants parce qu'on a des histoires qui nous habitent plus que d'autres, mais le premier voilà quoi, c'est normal. Donc puis surtout que bon, Addictive est en primo numérique, donc il sort d'abord en numérique et ensuite en papier, et il est sorti en papier celui-là. Oui, donc, oui. C'est vraiment la boucle parfaite pour un premier roman. Complètement. Mais super. Alors, tu écris également en auto-édition, mais notamment avec ton amie Jen Pierce, qui est aussi chez Addictive, c'est ça, en solo? Tout à fait. Okay. Donc pourquoi vous avez choisi l'auto-édition pour faire vos premiers pas en 4 mains? Donc parce que, pour donner le contexte, vous avez écrit la série Nouvelle Chance. Il y a plusieurs saisons, il y a 4 tomes, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc pour différentes fêtes. Et voilà, donc pourquoi et quelles sont les différences avec vos romans en maison d'édition? Alors, ça va être très simple de répondre à cette question. On voulait être complètement libre. Moi, j'étais toujours en contrat avec ma maison d'édition, donc en théorie, je ne pouvais pas publier de romans sans leur proposer. Et en fait, c'est pour cette raison qu'on a choisi d'écrire des romans courts. Parce que les romans courts et les nouvelles ne font pas partie de mon contrat. Donc, c'était une manière de pouvoir publier sans en fait passer par ma maison d'édition et d'être complètement libre sur les sujets qu'on voulait traiter. Et je pense que c'était pour une première fois où on écrivait à 4 mains, je pense que c'était important de ne pas se lancer dans un projet complètement dingue. 4 petits romans, déjà une série c'est déjà énorme, et ouais, on avait vraiment envie d'écrire des histoires
feel good, des choses un peu doudou qui font du bien, sans drame de dingue. Moi surtout, je sortais notamment d'Impossible Desire et puis d'autres, où je parle de traumatisme. Et là, du coup, c'était vraiment sympa de pouvoir écrire un sujet lésé, mais vraiment, c'était pour être complètement libre. Complètement libre. Ok. Et donc, roman court. C'est quoi finalement la différence entre roman court et roman entre guillemets normal? Alors en fait, je crois que la limite elle est à 40 000 mots. Alors après, c'est une. J'ai envie de dire, c'est une frontière qui est un peu floue parce que t'as des auteurs en littérature française qui écrivent des romans très très courts et c'est considéré comme des romans. Mais par exemple, pour Addictive, un roman qui fait moins de 40 000 mots, c'est pas un roman terminé. Enfin voilà, c'est trop court. Je peux comprendre aussi, puisque d'un point de vue romance, comme il est censé avoir plusieurs rebondissements, etc., c'est plutôt autour de 90 000 mots ou 100 000. Ouais, je pense que 80 000, je pense que les Addictive, on est sur une moyenne de 80 à 90 000. Après, il y a des auteurs qui écrivent beaucoup plus, qui montent jusqu'à 150 000 mots, donc qui font un peu moins. Mais oui, 40 000, en tout cas, on envoie ça. Ils nous disent non, mais c'est pas un roman, il est pas complet. Voilà. Bien sûr. Oui, après, ça dépend des lignes éditoriales, quoi. Ouais, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Ok, d'accord. Justement, comme tu parlais des traumatismes, tu parles de beaucoup de sujets forts et assez originaux dans tes romans. Donc le stress post-traumatique dans Impossible Desire, y a aussi le passif en prison, il y a les peuples natifs d'Amérique pour un de tes héros, la différence d'âge, donc comme dans Breaking the Game. On va revenir sur ça plus tard. Comment tu choisis tes thématiques ? Est-ce qu'elles te viennent... tu dis, j'ai envie d'écrire sur la prison, par exemple, et ensuite tu vas développer tes personnages, ou au contraire, est-ce que tu as ton personnage d'abord, et ensuite tu dis, je vais lui rajouter ce passif ? Je crois que c'est même... je dirais que c'est même un peu plus complexe que ça. En tout cas, je fais pas partie de ces auteurs qui se disent, allez tiens, par exemple, je vais écrire... une histoire avec un hockeyeur ou un boss ou genre de choses. En général, c'est souvent des flashs qui me viennent. J'ai à un moment un couple dans une certaine situation et ensuite je brode. Alors oui, voilà, ce serait plutôt dans le genre, plutôt le personnage et après je brode quelque chose autour. Par exemple, pour Unwanted Love, au début, c'était pas du tout prévu que je fasse l'histoire dans les années 80 et pas du tout prévu que mon héros soit natif américain. Mais en fait, au fur et à mesure, quand on veut ajouter des problématiques, on se dit, bon alors, qu'est-ce que je peux faire pour complexifier les choses ? Et par exemple, pour Unwanted Love, j'ai vraiment multiplié tous les interdits, là. Même mon éditrice m'a dit, waouh, là, tu nous as fait la totale. Le gars, il sort de prison, il travaille pour le père de sa future conquête. Il y a une grosse différence d'âge, ils ont 16 ans de différence, ils sont pas de la même culture, la totale. Et... ouais, après, c'est souvent des situations et des scènes qui me viennent et après je brode tout autour de ça. Ou alors il y a quelque chose qui va me toucher. Par exemple, là, le prochain roman que j'ai prévu d'écrire, c'est en écoutant une musique, en particulier les paroles d'une des musiques, où le chanteur en fait parle de toutes les horreurs qu'il a vécues dans sa vie et comment ça l'a touché. Et en fait, ça m'a touchée moi aussi. Je me suis dit, là, c'est ce genre de truc. En fait, c'est plus sur les émotions que je vais chercher l'inspiration, mais ouais, plus d'abord le personnage, l'univers, et après, je brode en fait autour, quoi. Ouais, okay, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous parler du couple qui t'a inspiré Gina et Thomas, donc les personnages de Breaking the Game ? Je les ai déjà aperçus dans Breaking the Ice, oui. Mais j'ai pas encore lu Breaking the Game, mais je les adore. Donc, j'ai hâte de lire leur roman. Donc, il y a aussi cette notion de différence d'âge. Donc, tu en as parlé un petit peu sur Insta. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes inspirations pour ce couple ? Alors, c'est rigolo parce que au début, j'avais absolument pas prévu d'écrire leur histoire. Et Thomas a tellement plu sur Breaking the Ice, je pensais pas que les gens auraient un coup de foudre pour Thomas. Mais vraiment, ça a été... Dès le premier dialogue. Le premier dialogue, tu fais « Je veux le connaître, lui !» C'était vraiment... Alors, je me suis beaucoup inspirée de moi, ce que j'ai vécu avec mes amis. Et voilà, Thomas était tellement un coup de cœur que je me suis dit, allez, je vais quand même lui écrire son histoire. Et au début, je me suis dit, allez, je sais pas, je vais faire mourir Gina et puis je vais écrire une histoire après. Je me suis dit, oh non, c'est trop cruel, non, c'est pas possible. Non, Thomas et Gina sont indissociables. Donc, je me suis dit, allez,
je vais écrire l'histoire dans le passé. Tant pis, Préquel, c'est pas grave. Leur rencontre, de toute façon, c'est en romance. On va dire dans 80% des cas. Voilà. Mais voilà, tu sais qu'ils finissent ensemble. Donc voilà. C'est ça. Il y a que certains auteurs qui ont des tendances sadiques. Voilà, je ne citerai pas de nom. Hein. Il y a des auteurs qui sont un peu sadiques. Mais moi encore, je le suis pas trop. Et donc, ouais, en fait, c'est surtout Thomas. J'avais envie d'écrire sur un homme avec... un homme gentil, profondément, tu vois, respectueux, et en même temps avec beaucoup d'insécurité, mais en même temps qui est pas non plus, tu vois, il est quand même viril, il a quand même une présence, etc. Mais c'est un homme qui s'ouvre vers les autres, et moi je trouvais ça super important d'écrire un personnage comme lui, surtout en romance où on a beaucoup de mâle alpha, hein, dominateur, et voilà. Et Thomas, j'avais vraiment pas envie de ça. Je voulais que ce soit vraiment le meilleur pote que tout le monde veut avoir, et ça a marché, donc j'étais super contente. Et Breaking the Game, ça a été un plaisir d'écrire son histoire à lui. Gina, c'est voilà, une fille pétillante qui m'a beaucoup plu aussi. Et puis c'est vrai que j'avais aussi une inspiration visuelle pour ce personnage-là, qui est un vrai couple d'ailleurs dans la vie, que j'adore. Et ouais, ça s'est fait tout seul. Mais ouais, le but c'était d'écrire une histoire avec voilà, un bon fond, quoi. Même s'il y a il y a d'autres problématiques, mais Thomas, voilà, pour moi c'est un vrai héros de romance. C'est pas un bad boy, c'est pas un, mais c'est un vrai héros de romance, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup plu, et bon là je parle un peu pour moi, mais je suis sûre que c'est la même chose pour beaucoup. Donc encore une fois, j'ai pas encore lu leur romance, mais de ce qu'on voit dans la suite, entre guillemets, vu que Breaking the Game est le préquel, c'est un mastodonte. Il est très très grand, est énorme, c'est un hockeyeur en mode cliché, quoi, mais c'est un nounours en fait. Oui, il est protecteur, complètement. il a beaucoup d'humour, ouais. Et c'est intéressant, voilà, comme tu dis, parce qu'on a l'habitude soit des bad boys ou alors des gens un peu... surtout des garçons qui sont dans leur mutisme, qui parlent jamais ou par monosyllabes, qui sont que tout en muscles et toujours ce qui est bien énervé, aussi, hein. etc., quoi. Oui, bien sûr. Ce qui est bien, enfin, on aime aussi ce genre de personnage. Non, oui, tout à fait, voilà. Ça dépend. Mais là, justement, quand tu vois l'apparence d'abord, parce que quand tu commences à le décrire, tu le décris forcément physiquement un petit peu, les premiers abords, quand tu le vois, tu fais « Ah oui, d'accord, c'est Thomas Gattino, il est comme ça, etc. » Puis il ouvre la bouche, tu fais « Ah, d'accord !» Donc c'était cool, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on le voit pas assez en romance, je trouve, l'amitié homme-femme, donc avec l'héroïne de Breaking the Ice qui est Paige, sans arrière-pensée, parce qu'il y a souvent l'amitié homme-femme, mais qui va découler d'un côté ou d'un autre par des sentiments qui sont pas partagés, tout simplement, alors que là, Thomas le répète 10 fois dans le roman au moins, il est fou amoureux de sa femme, donc, et tout le monde le dit maintenant, mais Paige et Thomas, ça va, il est fou amoureux de Gina, et ça, j'ai beaucoup aimé, donc, et que, voilà, il n'y ait pas ce triangle amoureux, il n'y ait pas ce petit... en fait, il n'y a pas d'hésitation, tu dis pas « Ah, peut-être que », donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et pour les gens qui se poseraient la question, quels sont les noms du couple qui Alors, c'est Sofia Vergara, qui est une actrice extrêmement connue, qui joue dans Modern Family, je crois. C'est ça, exactement. Et c'est Joe Manganiello. Alors, Joe Manganiello, en général, les gens le connaissent de True Blood ou de Magic Mike. Et voilà, donc le gars, il est en effet hyper grand, hyper baraqué, et il est à tomber, c'est pas un souci. Mais en même temps, son visage n'est pas parfait, il a un nez un peu tordu, voilà, mais enfin, il est particulièrement appétissant. Très très séduisant, on va pas c'est ça. Exactement. Et on aime les hommes séduisants quand même, hein. On va pas faire genre, non mais nous on s'en fiche du physique. Non, quand mais même, voilà. On est en romance, ça fait plaisir. C'est ça, exactement. Faut rêver un peu, hein. C'est ça. Alors, on s'emballe, mais... Oui. Mon Dieu. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Mais j'ai tendance à mettre un petit jeu dans je sais. mes épisodes, je sais que tu sais. Mais twist, je change le jeu. Mon Dieu. Là, ça va faire une crise cardiaque. Tu t'étais préparée mentalement, mais non. Oh mince. Ça fait 1 an, ça y est, parce que tu sais, pour le podcast d'avril, donc ça fait 1 an qu'on a lancé le podcast. Oui. Et je me suis dit, bon, c'est très bien comme jeu, mais j'ai envie un petit peu, tu vois, de changer. Donc, j'aimerais faire une interview portrait chinois.
Donc je vais Ok. te dire un mot, si tu étais, il y Ouais. en a 10 et tu me dis Ok. qui tu serais, tout Ça simplement. marche. Donc, et cette fois-ci, il n'y a pas de timer, donc il n'y a plus le Oui, stress. déjà, voilà, c'est ça. Je vais pouvoir souffler. Donc ne t'inquiète pas. Alors, du coup, si tu étais une chanson, Une chanson Memories de Within Temptation. si tu étais un film, Le Seigneur des Anneaux. mhm, si tu étais une fleur, Euh, une pivoine. si tu étais un sport, Le hockey. si tu étais une planète, Saturne. si tu étais une pâtisserie, Un baba au rhum. oh, intéressant, si tu étais un jour de la semaine, Samedi. si tu étais un mot, Un mot mhm, Un mot Folle. si tu étais une saison de l'année, L'hiver. et si tu étais un livre, Bonne question. Bonne question. Oh là là. Un livre Le mien. Breaking the Ice. Allez. très bien, parfait. Alors, c'est bon, tu as Ouf. réussi, enfin réussi, Ça on va, a c'est vu moins un bout dur. du petit portrait chinois. Bah, Oui, t'as vu, c'est moins plus compliqué doux. que l'autre version. Bon bah très bien, je suis contente. Alors, tant mieux pour les prochains invités. C'est ça. Alors, on va revenir justement sur Impossible Desire qui se passe à Vancouver, donc en Colombie-Britannique, au Canada. Oui. Et tu as l'air d'être une grande fan du Canada, puisque tu as d'autres romans qui s'y passent, bon pas sur la même côte, mais Oui. quel est ton lien avec ce pays? Un lien hyper lointain parce que ma grand-mère paternelle habitait Montréal en fait. Elle a migré là-bas, je sais plus. Mon père va me dire que j'ai une mémoire complètement nulle de pas m'en souvenir, mais sûrement dans les années 70 ou peut-être 60, 70. Mon père aussi a vécu quelques années là-bas. Lui, il est retourné en France à cause du temps, à cause du froid, mais sinon lui, il serait resté aussi là-bas. Ça fait que moi, j'ai découvert en fait Montréal, j'avais 11 ans la première fois. Mes parents m'ont mis dans un avion et je suis partie toute seule voir ma grand-mère. Oh waouh! Et ouais, c'était génialissime parce que j'ai rencontré donc ma grand-mère et puis aussi des cousins qui sont aussi partis, notamment un de mes cousins qui était parti aussi là-bas. Ça a été le coup de foudre. Alors certes, j'avais 11 ans, donc je pense que voilà, j'avais cette vision un peu qu'une enfant peut avoir mais enfin c'était Montréal, c'était grandiose. Moi je suis originaire de la Bourgogne, j'avais connu que ma petite campagne paumée au milieu de Lyon et découvrir Montréal, c'était extraordinaire. Je suis tombée amoureuse de tout, la culture, les gens, voilà, l'accent. Les gens parlent avec l'accent québécois et moi je suis là, je bois les paroles et je suis là, oh j'adore, c'est trop beau. Enfin, et ouais, et donc voilà, je pense que c'est ça, le fait d'avoir une famille qui a eu un petit peu un pied là-bas. Mon père n'a eu que des bons souvenirs aussi, voilà, mis à part le froid. Mais ouais, et en fait, je m'aperçois que souvent, en romance, ça se passe souvent aux États-Unis. Et j'avais envie, en fait, de faire passer cet amour que j'ai du Canada. Donc voilà, il y a déjà voilà, Teach Me Again et aussi Unwanted Love et aussi Breaking the Game. Et là, la série que je suis en train d'écrire se passe à Vancouver. Et en fait, ça va pas arrêter. Et Vancouver, j'ai découvert qu'en 2019. Quand je suis allée en Colombie-Britannique, parce que le Québec, je connaissais, enfin en tout cas Montréal, je connaissais bien, donc je suis partie en vacances plutôt en Colombie-Britannique et je pensais pas que c'était possible d'avoir un aussi gros coup de foudre, enfin encore plus violent que j'avais eu pour Montréal, pour Vancouver. Ça a été... c'est une ville, enfin moi on me dit vas-y tu vas habiter là-bas, moi je dis ok, où est-ce que je signe quoi. Extraordinaire, j'ai adoré et alors en plus c'était chouette parce que j'ai vraiment visité aussi la ville avec cette perspective de me dire je vais utiliser cette ville pour mes romans. Donc j'ai visité plein de trucs et je suis même allée parce que voilà, un des projets que j'ai se passe dans le milieu juridique, je suis même allée visiter la Cour suprême à Vancouver C'est justement vrai. pour m'imprégner des lieux
Et alors, très très drôle aussi, mais dans mon futur bouquin, j'ai une scène qui se passe dans les toilettes de la Cour suprême. Et en fait, je sais comment sont les toilettes de la Cour suprême à Vancouver. Donc, je suis allée dans le détail à ce point-là. Pour ça, je suis allée manger dans le même restaurant que Amy et Matthew, où ils se rencontrent à l'Admiral. Enfin, et j'ai adoré. Voilà, à la fin de mon séjour, j'ai passé la dernière après-midi à Vancouver à pleurer, mais vraiment pas, j'étais pas juste triste, je pleurais les larmes de mon corps. On était sur une plage à Kitsilano avec mon compagnon et je pleurais, je disais je ne veux pas partir, je veux pas partir, c'était horrible. Alors heureusement, il y avait ma fille en France. Mais oui, c'est une raison valable. C'est une raison d'entrée. Mais voilà, j'ai adoré, c'est quelque chose qui me plaît. Et j'ai envie de partager cet amour du Canada que j'ai dans mes bouquins. Bien vraiment. Sûr. Bah alors, je te comprends parfaitement parce que je suis allée au Canada pour la première fois cet hiver. J'ai commencé par Vancouver parce que j'ai des amis des deux côtés. Et ensuite, j'ai fait Montréal. J'ai beaucoup aimé Montréal, mais rien à voir avec ce que j'ai ressenti du côté ouest, quoi. Ouais. Et j'aimerais vraiment y retourner en été parce que je sais que c'est... Enfin, comme partout, hein, de toute façon, c'est deux villes différentes. Hein, c'est ça. Hiver ou été. Et exactement pareil que toi. Alors, j'ai un projet de roman. Je voulais le faire au Canada, mais j'étais pas sûre où exactement. Et quand j'ai vu Vancouver, j'ai commencé à prendre des notes sur certains lieux. Alors, je pense pas le faire dans Vancouver même, mais il y aura des scènes qui seront à Vancouver. Et ça t'inspire tellement, en fait. Il y a plein de choses où tu dis, ah ouais, ça peut être dans ce coin-là ou dans ce resto-là. Et en tant que lectrice aussi, c'est ce que j'adore quand tu lis un bouquin et que tu sais, bon, la personne y allait ou pas, Google Maps, ça existe, hein, donc on n'est pas obligé d'écrire sur des villes où on est allé, mais le fait d'utiliser des lieux qui existent vraiment, parce que comme ça, après, tu peux y aller, et c'est génial, quoi. Ouais, complètement. Je te comprends parfaitement. Et donc, on va parler du sport que tu adores, qui est le hockey. Et tu as écrit 2 livres pour l'instant sur ce milieu-là. Parce que je suis au Minnesota en ce moment. Et donc, dans Breaking the Ice, Paige est originaire du Minnesota. Donc, elle parle forcément de l'équipe des Wild. Mais son rêve, c'est de travailler avec les Rangers de New York. Et pour la petite anecdote, j'ai vu les 2 équipes il n'y a pas longtemps. Ah, génial. Jouer ensemble. J'étais très très contente. Le hasard a fait que c'est les Wild du Minnesota qui ont gagné, donc j'étais contente. Mais bon, en même temps, on dit que le Minnesota c'est l'état du hockey, hein, de toute façon. Oui, c'est l'état le plus canadien des États-Unis. Exactement. C'est pour ça qu'on dit Minnesota nice, donc gentil, la gentillesse du Minnesota, parce que c'est la gentillesse du Canada, quoi. Donc c'est un peu différent niveau culture. Donc je comprends parfaitement. Et tu es une grande fan du hockey. Ce qui est un peu marrant, je trouve, quand même, pour une Française, parce qu'on connaît le sport en France. Mais en tout cas, moi, d'où je viens, oui, on connaît, quoi. Mais il n'y a personne qui joue, tu vois. Enfin, genre, on n'a pas de patinoire ni rien. Enfin, le sud-est, hein, forcément. Donc, d'où ça te vient, cette passion ? Comment t'es tombée dedans ? J'ai envie de dire un peu par hasard et en même temps pas par hasard. J'ai toujours aimé le hockey, ça m'a toujours passionnée. Mais je me suis jamais plongée dedans avant un bout de temps. En effet, quand on est en France, déjà les patinoires, il n'y en a pas beaucoup. Les équipes de hockey, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, donc c'était très compliqué. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas, je me suis dit, allez, c'est pas parce que je suis en France que je peux pas m'intéresser à ce sport. Donc j'ai commencé à regarder la NHL, à être complètement fan. J'ai mon équipe préférée ce n'est pas les Rangers ni les Wild, mais moi je veux savoir qui c'est les Stars. Ouais, moi je suis une supporter des Stars. Alors petite anecdote, quand je suis allée à Vancouver dans l'avion, je fais une parenthèse, j'étais à côté d'un Canadien avec qui j'ai discuté et il me demandait du coup, je lui disais moi j'adore le hockey, en plus j'avais prévu déjà d'aller voir des matchs quand j'étais à Vancouver et il me dit c'est qui votre équipe favorite, alors je lui dis les Stars et il me regarde et il rigole, un Canadien qui me dit c'est l'équipe de Dallas, voilà je précise quand même, l'équipe de Dallas au Texas que je préfère, et il me regarde, il me dit non mais c'est pas possible, vous devez avoir un frère ou un cousin qui est dans cette équipe là, on pouvait pas aimer les Stars comme ça. Je regarde, je dis si j'aime les Stars. Et donc voilà, c'était assez marrant. Et c'est surtout que j'en fais, ça fait un bout de temps maintenant que je peux pas monter sur les patins, mais j'en ai fait du hockey aussi, et j'adore ça, et en fait c'est un sport, c'est génial, j'adore l'ambiance. Et voilà, c'est distrayant, il y a une bonne mentalité, enfin moi je trouve que voilà,
C'est vraiment un sport qui me passionne. Et après, voilà, je suis un peu tombée dedans. C'est un peu comme la romance. À un moment donné, j'ai mis le pied dedans et puis c'était foutu, quoi. Non, mais c'est génial parce que bah voilà, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas cette culture-là, mais Hmm. franchement, je trouve que c'est le sport entre guillemets nord-américain, parce que voilà, Canada et États-Unis ils le Hmm. partagent, le plus intéressant parce que Hmm. franchement, le football américain c'est chiant. Ah, mais encore, c'est pas le C'est baseball, hein. chiant. Bah, Le c'est ce que baseball, j'allais mais dire. c'est Entre horrible. les deux, ouais, il y a rien. Enfin, Ouais, enfin voilà, en tant qu'Européens, où on a quand même ouais. l'habitude que ça bouge, si on se concentre sur le Hmm. foot, parce que c'est un peu voilà, notre sport national quand même, ou le rugby à la limite, il Hmm. y a des choses qui bougent quand même. Ok, t'as des petites pauses, t'as la mi-temps et compagnie, mais t'as pas des coupures pub toutes les Ah 5 ouais, non, minutes, mais... littéralement, Ah ouais, non, non, toutes les non, mais 5 c'est... minutes. Oui, bien sûr. Et des changements de position, enfin, c'est Hmm. oufissime. Et du coup, bah, j'ai pas vu encore en vrai de match de baseball, mais de C'est football, long. oui. Et je me C'est suis dit, mais très, il n'y a très long. pas de fin, il n'y a pas de fin, mais c'est pas possible. Non, mais à côté, le Les football gens, américain, ils passent leur c'est temps. gentil, quoi. Ah ouais, non, non, mais oui. Ah ouais, non, mais Ils ils passent avancent, leur ils temps. s'arrêtent, ils s'avancent, C'est ils ça. s'arrêtent. Ouais, ouais. Et tu dis, les gens passent leur temps bah, durant Super Bowl et d'autres championnats, Ouais, parce qu'il n'y a pas que celui-là, genre 3 heures ou plus devant leur télé, c'est même pas en ouais. vrai pour la plupart, parce que bah, ça coûte cher les tickets aussi, alors que le hockey, bah, oui, ça bouge, et Ouais. puis bah, déjà l'ambiance est géniale Hmm. quand t'es dans la salle, quoi. Donc mon premier match, c'était à Vancouver, forcément, avec les Ouais, Canucks, ouais, c'était ouais. contre les Hurricanes. Mais non, je sais pas, enfin, je m'attendais pas. Et puis, déjà, aussi, on va pas se mentir, en tant qu'Européenne, les règles sont beaucoup plus faciles à comprendre. Après, il y Parce a que quand des... t'arrives devant Oui, le baseball ou le football, tu fais, mais qu'est-ce qui se ouais, passe? Alors que là, bon, compliqué. même si tu Oui. connais pas voilà, les mises en échec, etc., Hmm. voilà, tu sais de quel côté ils sont censés aller C'est être ça. pour marquer. Tu sais qu'ils sont en défense ou qu'ils sont en attaque, tu comprends assez facilement les rouages, quoi. Donc, Complètement. voilà. Donc voilà, tout ça pour dire, je valide. Je valide. Et donc, voilà, on a parlé de Vancouver, t'as dit que si certains de tes romans se passaient à Montréal, mais notamment en auto-édition, t'as un petit bout dans les Caraïbes, t'as aussi d'autres romans à New Mhm. York. Comment tu choisis tes destinations? Est-ce que, voilà, c'est comme avec les thématiques, tu choisis d'abord tes personnages et ensuite les destinations te viennent, ou l'inverse? Alors ça dépend. Il y a des romans, voilà, il y a des romans, je sais, voilà, je veux que ça se passe par exemple au Canada. En général, quand les Mhm. romans, voilà, je sais. Il y a d'autres où en fait ça vient après. Après, moi, mes romans se passent dans les endroits que j'aime. Mhm. Boston, je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais c'est une ville qui me plaît énormément. C'est extraordinaire, je te le Voilà, confirme. donc moi, je sais, ma belle-sœur n'a que d'éloges pour Boston et quand elle a lu le tome 1, elle m'a dit oh, je me suis retrouvée à Boston, c'était génial. Après, les Caraïbes, c'est peut-être la seule exception, on va dire ça comme ça. Je déteste la chaleur. C'est vrai. Mais, ah ouais, non, non, je peux pas. Moi, je suis une fille du froid. J'habite dans le sud-est, mais pour moi, c'est une souffrance. La chaleur, Bah, le soleil, le beau j'allais te temps. dire, oui, t'as pas Ah bien ouais, non, non, choisi non. ta région. Non, non, j'ai très très mal choisi. Je déteste ça, moi j'aime le froid, la pluie, le vent. Moi quand je pars en vacances, donc voilà, c'est Canada, Irlande, Écosse, enfin j'aime le froid. Il faut Et la déménager à pluie. Vancouver, là. Hein. Oh, voilà, voilà, non, c'est ça, oui, oui, oui. Essaye de convaincre mon compagnon, vas-y, envoie-lui un mail. Mais et les Caraïbes, voilà, c'est juste qu'on avait envie, comme en fait la série c'est un peu au fil des saisons et des moments un peu particuliers de l'année. L'été, bah, il fallait qu'on fasse un peu sous les cocotiers et on a fait sous les Caraïbes, mais c'est peut-être le seul roman où je me suis moins projetée en fait dans les lieux. Alors que les autres, il y a vraiment, j'ai envie voilà, de transmettre l'amour des lieux que j'ai visités. Là, j'ai un roman qui se passe en Irlande qui est prévu parce que c'est pareil, j'ai adoré l'Irlande. Enfin, et j'aime bien faire voyager mes lecteurs parce que je voyage aussi en fait. Et c'est ça Bien qui est sûr, chouette quand on tout à écrit, fait. c'est de voyager. Tout à fait. Tout à fait. Tu disais tout à l'heure que tu es grande fan, bah, tu as commencé la romance par la romance MM. Tu écris pour l'instant beaucoup de romances MF, mais tu as écrit un MM Mm. justement bah, qui s'appelle Freaky Love, donc le troisième tome de la série Nouvelle Chance. Donc comment ça s'est passé bah, c'est un 80 également, donc comment s'est Mhm. passée cette expérience? Comment tu as réussi à changer finalement d'une relation bah, hétérosexuelle, ce qui est je pense pas que ce soit le plus vendeur en fait, hein, mais en tout cas qui est le plus plébiscité, on va dire, dans les Mm. librairies, etc. Et donc une romance gay. Alors déjà, l'amour, c'est la même chose, peu importe notre orientation Bien sûr, sexuelle, notre bien sexe. sûr. Donc en fait,
Écrire un MM, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on pourrait croire. Quand avec ma co-autrice, on a parlé de faire un MM, alors je me souviens plus si c'est elle qui avait proposé ou moi, mais elle a eu un peu peur. Elle s'est dit, est-ce que je vais y arriver? J'ai dit, mais non, mais t'inquiète pas. J'ai dit, en plus, t'es douée avec les sentiments. Et en fait, ouais, ouais, quand tu pars de ce principe-là qu'on est tous faits du même bois et que voilà, on aime tous de manière différente, mais voilà, l'amour ça s'explique. C'est pas si compliqué d'écrire un MM. Par contre, moi j'ai vu la différence sur l'écriture, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. En tout cas, il y a eu quelque chose de différent. Le fait d'écrire une histoire d'amour entre deux hommes, déjà c'était ce que je voulais faire depuis le début. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais envie d'écrire un MM et en fait j'ai pas eu le courage. Je me suis dit justement parce que j'avais des préjugés en me disant ah non mais un MM c'est plus compliqué à écrire qu'un MF, non je vais pas me lancer là-dedans. Donc je me suis lancée dans le MF mais en ayant toujours cette arrière-pensée de me dire à un moment donné je vais me lancer dans le MM et puis ça je vais pas m'arrêter quoi. Et là c'était une première expérience génialissime. Avec Jeanne, on a trouvé un rythme qui était assez hallucinant. Je crois que c'est le roman qu'on a écrit le plus rapidement. Et ouais, quand j'ai mis le mot fin, c'est peut-être la première fois que j'ai pleuré en me disant pétard, j'ai terminé d'écrire ce livre, il m'a... Voilà, après c'est parce que si j'aime la romance MM, c'est ce que j'aime, donc c'est normal aussi que j'ai un lien particulier. Mais voilà, en tout cas, j'ai mis un pied dedans. Et encore une fois, voilà, moi, quand je commence un truc, si ça me plaît, après, je m'emballe complètement. Et voilà. Mais c'était génial. Vraiment génial. Ok, super. Justement, est-ce que tu as dans les cartons peut-être de prochaines romances MM ou, en fait, quels sont tes prochains projets? Parce que tu as parlé d'Irlande, tu as parlé aussi d'autres destinations. Est-ce que tu vas continuer avec des personnages qu'on a déjà rencontrés? Donc, par exemple, j'ai un peu entrevu Isaac, que j'aimais pas mal. Donc, oui. Est-ce que tu as prévu quelque chose avec ce personnage? C'est ça qui est top avec une équipe de hockey quand tu fais du sport, parce que tu peux écrire sur tous les personnages. Alors, oui. Voilà. Alors, j'ai plein de projets. À court terme, j'ai une série MM que j'aimerais publier, alors normalement l'année prochaine, j'espère. Donc c'est du romantique suspense dans le milieu juridique entre un avocat et un procureur. Voilà, je suis en train de finir le tome 2. Lovers, du coup. Alors c'est même plus compliqué que ça. Ah ouais, okay, non, c'est... D'accord. C'est très... Alors, j'ai cassé un peu les codes. J'ai commencé un roman avec 2 personnages qui couchent déjà ensemble depuis des mois. Mais qui en fait, n'ont rien en commun à part de s'envoyer en l'air quand ils se voient. Et ouais, c'est un pari assez risqué, je pense, parce que les gens aiment les rencontres, etc. Oui, c'est vrai. Moi, c'est différent, en fait. Moi, je développe le truc en même temps. C'est un romantique suspense, donc il y a toute une intrigue qui est derrière. Donc ça, ce sera pour l'année prochaine. Après, j'ai 2 projets de MM cette année. J'espère sortir cet été et à Noël. Donc j'ai une romance de Noël, un truc tout mignon. Et un autre roman que je commence à écrire là dans 2 semaines avec un musicien plutôt métalleux, parce que alors moi je suis plus métal dans ma vie que rock, qui sort de prison, qui a eu de très gros soucis avec l'alcool, la drogue, et qui en fait qui va emprunter le chemin de la rédemption. Et en fait là pour le coup je voulais traiter de la rédemption, donc mon héros c'est un peu tout ce qu'il y a de pire, et au fur et à mesure de l'histoire j'espère pouvoir lui amener voilà son petit peu de lumière. C'est ça. Donc ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et après, ouais, j'ai une romance MF qui se passe en Irlande. Et j'ai des projets pour plein de héros qu'on a déjà vus, enfin en tout cas de personnages secondaires. Donc Isaac, il aura son histoire, c'est certain. Emma dans Breaking the Ice aura son histoire aussi. J'ai envie d'écrire l'histoire de Yarkov. Donc c'est, je veux pas spoiler, mais le joueur à qui il arrive certaines choses. Et du coup, je veux écrire un roman, je pense qu'il sera très très dur sur ça. Voilà, oui, mais je ne dis rien parce que sinon ça va spoiler. Tu peux comprendre certaines voilà. choses. Tu peux savoir. Après, j'ai des romans de certains personnages secondaires de Unwanted Love. Il n'y a que Impossible Desire, où en fait Matthew,
il va se retrouver pas mal dans ma série MM qui se passe entre l'avocat et le procureur. Ça va être un personnage secondaire fort en tant que flic. Et voilà, c'est bien. Mais en fait, je m'arrête jamais. Ouais, mais c'est ça qui est bien parce que t'es pas obligé de faire... Enfin, on peut faire des séries avec des tomes compagnons parce qu'en ce moment, c'est ce qui se fait bien aussi. Et en tant que lectrice, j'aime bien. Parce que, surtout en romance. On va dire que dans la fantasy, etc., ça me gêne pas d'avoir la romance en arrière... en arrière-plan et que ça se développe sur plusieurs tomes, mais quand t'es dans la romance pure, personnellement, quand ça s'étire sur 3 tomes, voilà. Mais du coup, quand t'as des tomes compagnons ou voilà, des crossovers dans des séries différentes où tu vois des personnages apparaître, je trouve ça génial. J'ai l'impression d'être dans les Avengers, tu sais. Oui, c'est ça. Oh, moi, j'adore aussi. Personnage de tel... Et oui, complètement. Et alors, moi, j'adore. Et je fais tout, j'organise tout pour que ça se croise dans tous les sens et je prévois les choses en avance. Parce que aussi j'adore en fait me dire oh, mais attends mais celui-là mais attends mais c'est pas le et puis Arthur sort le livre tu vas chercher ah mais oui c'est lui enfin et j'adore ça fait trop du bien. Ah mais je comprends parfaitement. Donc moi déjà tu m'as dit Isaac je suis trop contente. Bon ça sera pas pour tout de suite. Je vais lire sur toute l'équipe. Non mais c'est pas grave je prendrai mon mal en patience. Ça va. Ok, très bien. Écoute, tu disais aussi en tout début d'interview que tu es quelqu'un de très organisé et que tu fais beaucoup de recherches. Et je sais que tu te décris comme une auteure architecte, ce que je comprends parfaitement, parce que je suis également architecte. Bon, après, il y a les étiquettes, voilà. Oui. Tout le monde peut être jardinier, architecte, peu importe. Enfin, il y a plein d'étiquettes, hein, donc c'est pas... Mais l'organisation, chez toi, c'est comment ? Quand tu décides de faire un livre, qu'est-ce qui se passe ? Alors, première chose, je fais un tableau Pinterest. Et je prends mes inspirations. Je crée mon truc et je me crée mon univers. Je fais des recherches sur tout, mais je vais très très loin. Je suis un peu une psychopathe. Je vais pas me mentir. Là, par exemple, pour ma série là, que je suis en train d'écrire elle-même, qui se passe dans le milieu juridique, je suis allée jusqu'à éplucher le code pénal du Canada pour aller chercher tel article, tel machin, pour voir comment... Voilà. Et en fait, parce que j'aime être préparée déjà. Je peux pas me lancer dans un roman si j'ai pas préparé les choses en amont. Souvent, je mets beaucoup de temps de préparation. Là, par exemple, ma série même, je l'ai commencée en 2019. Et j'en suis qu'au tome 2. Et pourtant, j'avance, hein, mais voilà. Et j'ai besoin de tout. Je construis les personnages, je construis la psychologie des personnages. Vraiment dans les détails. Je vais jusqu'à décider de leur date de naissance, le machin, toutes les dates. Enfin, c'est tout. J'ai des carnets, en fait, où je note tout, mais aussi des fichiers. J'ai des chronologies, en fait, j'ai un grand fichier chronologique où je mets toutes les chronologies de tous mes romans et où pour pouvoir après dire, ah bah oui, cet événement-là, ça se passe en même temps que ça. Voilà. Quoi. Ah, okay. C'est ça. Et par exemple, dans Unwanted Love, l'épilogue, en fait, il y a un personnage qui arrive qui s'appelle Terence, qui passe en coup de vent. Et en fait, il parle de Søren Peterson qui vient en fait de dire que voilà, il sort avec la kiné, quoi. Et en fait, ce gars, c'est un joueur de hockey et lui, il va avoir après sa série après et qui fait en fait le lien avec Breaking the Ice, alors que Unwanted Love, ça se passe dans les années 80, mais l'épilogue se passe 30 ans après, à notre époque. Et du coup, et ça, je prends mon pied à relier comme ça. Et... Mais ouais, non, je suis une psychopathe de l'organisation. Voilà. Quand je me mets à écrire, tout est prêt. Le plan dans le détail, tout. Alors, des fois, je peux me déplacer un peu de mon objectif quand j'ai une idée. Je me dis, oh, ah non, mais attends, là, à ce moment-là, ce serait bien de faire ça, en fait. Là, c'est la logique. Mais ouais, non, je prévois tout. C'est une horreur. Je me fatigue des fois toute seule. Non, mais ouais, je peux comprendre, mais ça, c'est un... Comment dire, c'est personnel. Donc, il y a des gens... J'entends beaucoup de gens dire que s'ils préparent trop, ça les bloque. Et je comprends parfaitement. J'ai été un peu des deux, tu vois. J'ai été jardinier, j'ai été architecte, mais je suis de plus en plus architecte. Et parce qu'en fait, justement, c'est trop kiffant de faire les recherches, de tout préparer. Et ce que j'aime bien, c'est que justement, quand t'as ton plan... Et puis, en fait, beaucoup pensent aussi que quand t'es architecte, t'es rigide, que tu vas pas bouger, etc. Sauf que non, des fois, t'es en train d'écrire, tu fais oh, mais non, mais en fait, j'avais pas pensé à ça. Donc, tu vas rechanger et c'est pas grave, mais t'as quand même ton plan. Et c'est ça que je kiffe, de me dire, je me lance dans mon chapitre, je sais à peu près ce qui se passe, ou même beaucoup ce qui se passe. Et en fait, j'ai pas à réfléchir sur les petits détails ou sur ah mince, attends, je sais pas, il faut que j'aille chercher ça, ce détail, j'ai oublié. Non, tout est fait, donc t'as plus qu'à t'éclater et t'as pas besoin de t'interrompre dans ton chapitre, quoi. Et oui. C'est ça que je kiffe.
Et la phase de recherche, ce que je trouve intéressant, c'est que ça te... Justement, tu réfléchis à toutes les possibilités, tu prends le temps, en fait, de réfléchir. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi, des fois, je me dis, bon, allez, là, j'ai cette idée-là, et en fait, je suis pas sûre du choix, donc je me laisse cette ouverture. Et je trouve que justement, moi, j'adore, par exemple, je sais pas, quand je suis en voiture, d'un seul coup, je me mets dans ma tête à me projeter dans mon prochain roman et me dire, bon, alors... Là, je m'imagine telle scène, et puis voilà, je prends des notes, et je me dis, bon, alors si j'imagine la scène comme ça, comment ça se passe? Et en fait, après, je prends des notes, et quand j'écris, après, c'est plus simple parce que je me suis déjà projetée, et je me suis aussi, je dis toujours, je m'imprègne complètement des personnages. J'ai besoin de rentrer dans leur peau, quoi, et de me mettre à leur place, et je pense qu'en pensant à eux sur le long terme, c'est plus facile, en fait, de comprendre les réactions de chacun, quoi, et du coup, des écrire. Tout à fait, tout à fait. Et pour revenir un peu sur le sport, parce que donc, voilà, j'aime beaucoup les romances qui se passent dans le sport, notamment le hockey, parce que c'est ma phase du moment. Mais ce qui me dérange parfois, peu importe si c'est en anglais, en français, etc., ce que j'aime pas, c'est quand tu te lances dans une romance et que tu sens que le sport est interchangeable. Donc il y a des gens qui disent, bon bah ok, ça se passe dans le basket, mais en fait, il y a tellement peu de basket qu'on pourrait changer pour le foot ou pour autre chose et ça influence pas du tout la romance. Et j'aime pas ça du tout. Moi, j'aime bien quand ça a le cœur et que tu peux pas changer, c'est le cœur de l'histoire. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut écrire une romance dans le domaine du sport? Comment s'y préparer, comment faire des recherches et comment être pointu en fait? Il y a pas, je pense, de secret. Il faut s'intéresser au sport. On peut pas décrire un univers sportif sans s'y intéresser, et ça veut dire notamment regarder des matchs, passer des heures à même si on n'y connaît rien, enfin ne rien y connaître, c'est pas une excuse pour moi. Quand on connaît pas un sujet, enfin moi il y a plein de bouquins où j'ai commencé à écrire sur des sujets, je n'y connaissais rien, mais je suis allée me renseigner. Donc je pense que ce qui est intéressant, peu importe la part de sport qu'on y met, là je vois par exemple dans Breaking the Game, le hockey est un peu moins présent que dans Breaking the Ice, mais il y a quand même des choses de ce sport, des caractéristiques qu'il faut intégrer, et il n'y a pas... Enfin, moi je déteste quand je lis une romance et que je m'aperçois que la personne n'y connaît absolument rien et n'a pas fait d'effort pour mettre un petit peu en fait du sport dans le roman, parce que c'est dommage. Maintenant, avec Internet, on a quand même accès à tout. Et je pense que c'est important, chaque sport a sa mentalité, sa manière d'être, voilà, il y a plein de choses. Et ouais, je pense que c'est, en tout cas, pour moi, on écrit une romance sportive, il faut que on s'y connaisse un minimum sur le sport. Même si on n'y connaît rien, on fait des recherches et puis c'est fini. Et regarder des matchs, passer son après-midi à regarder un match de baseball et à décortiquer, prendre des notes. Bon, alors quand l'autre il fait ça fait ça. Et puis passer. Voilà, et puis connaître aussi l'histoire de ce sport, qu'est-ce que ça signifie. Surtout en Amérique du Nord, où ça a quand même. Certains sports ont une place prépondérante dans la vie des gens. Enfin, je veux dire, tu vas au Canada, pour certains, le hockey, c'est leur vie. C'est une religion. Oui, c'est ça, complètement. Donc on peut pas... Et puis on peut pas aussi commencer un bouquin en disant, voilà, j'écris sur tel sport, j'y connais rien, mais c'est pas grave, je dis n'importe quoi, mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la romance. Non, quoi. Non. Ouais, mais bon, ceux qui ont envie d'écrire une romance sportive, allez-y, et amusez-vous. Je pense que c'est un sujet qui est chouette, quoi. Mais par contre, oui, tu disais passer son après-midi à regarder un match de baseball. Je ne le souhaite à personne. Je pense qu'il faut vraiment être fan hardcore, vraiment. C'est pas le meilleur sport pour commencer. Alors, le baseball, c'est affreux. Des fois, un match, c'est 6h, 7h, un match de baseball. Mais c'est pour ça, en fait, je trouve ça intéressant parce que quand... moi, j'y connaissais rien du tout avant de m'y intéresser un petit peu pour, la culture. Quand tu vois ça dans les films et tout, enfin, il y en avait beaucoup sur le baseball... dans les films Disney Channel, etc., tu sais, quand tu grandis. Et je me dis, mais ils ont rendu ça un peu, genre, passionnant, avec un peu... Mais pas du tout. Ah non, le gars, il rate 15 fois la balle avant de pouvoir la toucher. Non, mais c'est ça, on se rend pas compte. Qu'est-ce qui se passe? Mais les gens, ils viennent, ils mangent, ils font leur vie, ils discutent et tout, et en fait, le match se passe, et puis de temps en temps, une action super, allez, on regarde. Il faut prendre une journée de RTT, donc autant profiter, quoi. Tu vas prendre ton hot dog, etc. Exactement, ouais, tout à fait. Super.
Bah écoute, est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour la fin ou voilà, une question que je t'ai pas posée, tu voudrais rajouter quelque chose? Dis-moi tout, c'est ton espace maintenant. Eh ben, c'est gentil. Déjà, merci. Franchement, c'était super parce que je suis ton podcast depuis un certain temps et je me régale à l'écouter. En fait, souvent le lundi, j'ai de la route à faire, j'ai au moins 1 heure de route et alors j'adore me mettre dans la voiture, voilà, et écouter ton podcast. Donc, merci. Un petit merci à toutes mes lectrices qui sont là parce que sans elles, bah, je serais pas là du tout. Donc, merci infiniment pour toutes celles qui me soutiennent et qui continuent à lire mes livres. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et puis voilà, non, c'était un vrai plaisir. On s'est bien marré. Je crois que je t'ai bousillé tous tes records de temps. Je me demande si Fleur Anna, peut-être, t'as fait mieux je vais ou peut-être pas. À quelques minutes près, t'es presque comme Fleur. Ah, bon, bah ça me rassure. On est qu'à 1h20, mais je crois qu'avec l'intro, etc., peut-être que tu as le record. On va voir. Je suis une vraie pipelette. Je m'excuse pour tous ceux qui m'ont supporté pendant 1h20. C'est intéressant, t'inquiète. Bah pour quand ils auront une route légèrement plus longue. C'est ça. Bah merci beaucoup d'être venue. Merci Maëva. Merci encore à Nina. J'ai adoré rencontrer cette fabuleuse autrice après nos petites discussions sur Insta. Ses romans sportives ont été de vrais coups de cœur, je pense que vous l'avez compris en écoutant cet épisode, et j'ai vraiment hâte de découvrir ses nouveaux projets, notamment à 4 mains, parce que c'est un autre univers dans lequel je la connais pas encore. Le monde du hockey ou du hockey, peu importe l'accent ou la prononciation que vous prenez. Donc bref, on va dire que la glace, les sports sur glace comme le hockey ou le patinage me passionnent réellement. Et j'ai pris plein de notes sur ces petits conseils et peut-être qu'ils me serviront bientôt. Enfin, en tout cas, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc j'espère d'ici cet hiver pouvoir développer quelques idées. En attendant, j'aimerais vous parler de mon roman Secret Love Song que beaucoup d'entre vous ont connu sur les réseaux courant 2020 sous le nom qui est devenu la série en fait, Coffee First, le nom d'un groupe de musique fictif que je suis et que vous allez suivre en tant que lecteur peut-être dans une romance. Et c'est une romance musicale forcément qui se passe en tournée et actuellement elle est en précommande sur Kindle à 1,99€ seulement, vu que je change de genre entre la fantasy ou du moins la romance fantastique et la romance contemporaine dite new adult. Voilà, donc si vous voulez vous procurer et me soutenir pour la sortie à petit prix, avant que le roman repasse à 4,99€, c'est le moment. Vous avez jusqu'au 2 mai 2022, le jour de la sortie. Et j'ai hâte de vous en parler un peu plus en détail et peut-être vous lire quelques chapitres ou vous donner encore plus de petites infos et de petits secrets. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'avril. J'espère que la météo sera de notre côté. Et on se retrouve le mois prochain en mai pour de nouveaux ou nouvelles invités et d'autres projets. À très vite, salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maëva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!